Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans la nouvelle émission de l'association Mentan Terami, Parlem, animée aujourd'hui par les deux animateurs habituels, bien sûr, monsieur Auguste Macari et Jean-Marie Tomasi. Bonjour Jean-Marie. Merci Jean-Luc et bonjour aux auditeurs de FM Radio, à qui d'ailleurs nous souhaitons une très bonne année 2023, puisqu'il est encore temps de le faire. Et à qui nous présentons également nos vœux les plus sincères. Cette 5e émission sera consacrée à une personnalité de Menton, Auguste. Le cœur en bandoulière, c'est le titre de notre émission de ce jour. Et certains d'entre vous auront déjà compris de qui et de quoi il s'agit. Mais à mon tour, chers auditeurs, je voudrais vous souhaiter une super année 2023 et surtout beaucoup de santé. Petite précision supplémentaire. Ce premier numéro 2023 d'Parlem sera consacré à un mentonné aujourd'hui à la retraite, qui a exercé son activité pendant 38 ans sur Menton et alentour, à la tête d'une entreprise de peinture occupant une quinzaine de salariés. Effectivement, en 1991, après donc déjà une bonne période de travail, cet invité décide de rompre avec un engagement politique, on peut le dire, qui l'avait séduit comme il a pu séduire beaucoup d'autres jeunes, pour s'engager dans un autre type d'engagement, celui-là beaucoup plus conforme peut-être à ses aspirations et à ses orientations. Bonjour Pierre Géras, puisque c'est de vous qu'il s'agit, beaucoup d'auditeurs l'auront déjà compris, et c'est avec vous que nous allons passer, cette matinée. Alors, tout d'abord, essayons de parler un petit peu de votre enfance à Menton, parce que vous êtes ce qu'on peut appeler un mentonné brut, un mentonné de souche. Cette enfance, elle a commencé à Menton même, dans une famille qui habitait Menton ? Alors, mon père était d'origine italienne, disons, de la Calabre, hein, et donc je me considère comme calabro-mentonné. Et il est venu à Menton à l'âge de 3 ans, en 1925. Il est né en 22, il est venu en 25. Ma maman, elle était mentonnaise, voilà. Et je suis né dans la rue Saint-Michel, aujourd'hui ce qu'on appelle la rue piétonne. C'était un quartier populaire où il y avait à l'époque beaucoup d'enfants. Et on a passé notre enfance là, dans les carouges, à s'amuser avec les carrioles, avec des jeux simples, les billes, voilà. Alors, l'école, c'est l'école de la rue, bien sûr, l'école de la rue, oui. Comme tous les jeunes à cette époque-là, mais encore. Mais encore... Quelle école ? L'école de si je peux me permettre, c'était l'école de la fraternité aussi, à cette époque-là. Hein. Mais c'était l'école, il y avait beaucoup d'amitié. Hein. On sortait de... L'école du quartier, donc. Non, on était à l'école de Turin, ce qu'on appelle l'école d'hôtel de ville, mais pour nous, c'était l'école de Turin. Et la plupart de mes amis d'enfance n'ont pas fait de grandes études comme moi. On a certificat d'études, et puis à 14 ans, on a été travailler. Hein, voilà. Donc moi, je suis rentré dans une entreprise à 14 ans. Je partais tous les matins à 6h30. Je prenais le train pour aller travailler à Nice, avec mon petit sac à dos pour manger, et je rentrais le soir. Voilà. Et c'était l'âge... Comme ça, à l'âge de 14 ans, sans problème, tous mes copains étaient comme moi et on se retrouvait le soir pour discuter de nos journées. Il y avait une grande amitié entre nous. D'accord. Qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Certaines de ces amitiés perdurent, je suppose. Ah, tout à fait. Avec aujourd'hui, il y a les anciens de la place du Cap, la chorale des anciens de la Garde qui continue à garder la tradition mentonnaise, à chanter en mentonné, ce qui doit faire plaisir aujourd'hui à mon ami Lucien Sicardi, qui nous a quittés et que je regrette beaucoup. Il me manque. Donc, la première école, c'est celle du quartier, bien sûr.
Et ensuite, comment votre jeunesse vers l'adolescence? Est-ce que vous avez des souvenirs Adolescent, c'était les boîtes de nuit, beaucoup de boîtes de nuit. On s'amusait, oui, c'est vrai. C'était l'insouciance. C'était fin des années 60. 68, j'étais au service militaire, donc j'ai vécu 68 à l'armée. Mais bon, à l'époque, j'étais un peu révolutionnaire et j'étais pas très bien vu par mes supérieurs. Voilà, on m'appelait Géraski, au lieu de m'appeler Géras. Oui, alors venons, juste 2 mots sur cet engagement. Dans les années 60, fin des années 60, oui. Vous êtes encarté au Parti communiste français, on peut le dire. Oui. Comme d'ailleurs beaucoup de jeunes de cette époque-là. Oui, on était nombreux, oui. Et vous rompez avec cet engagement. Oui, au bout de quelques années, pour moi, c'était personnel, je ne vais pas juger les autres, mais pour moi, c'était plus ça, quoi. Voilà. C'était plus ce que j'avais, en quoi ça ne répondait plus à vos aspirations. Non, je n'y croyais plus trop, voilà. Mais vous vous engagez dans une autre philosophie, vous adhérez à une autre philosophie, même à une autre religion, si on veut bien considérer que le Parti communiste était une religion. Non, parce que mais Georges Marchais, par exemple, était le responsable du Parti communiste, et en même temps, il allait à la messe tous les dimanches. Mais ce que je voulais dire, c'est que mon engagement, c'était aussi... parce que mon enfance, je n'ai pas eu une enfance très... les fins de mois étaient difficiles, surtout les 30 derniers jours, comme disait Coluche. Vous êtes issu d'un milieu modeste. Voilà, très modeste. Et donc, automatiquement, pour moi, j'ai ressenti ce que je vivais pour venir en aide par la suite aux plus démunis. Voilà, c'est une chose que quand j'étais au parti à laquelle je croyais, et après mon engagement, quand je suis passé dans le christianisme, ça n'a fait que s'amplifier. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agissait. Vous décidez, dans ces années-là, au milieu des années 60, vous décidez de vous engager religieusement, et plus d'ailleurs par conviction philosophique. Vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas les injustices. C'est d'ailleurs ce qui avait présidé à votre engagement au Parti communiste français, du moins je peux le supposer. Oui, bien sûr. Et comme vous constatez que le Parti communiste ne répond plus, les engagements du Parti communiste ne répondent plus à ce que vous ressentiez, vous décidez de vous orienter vers une autre philosophie plus proche des gens. On peut dire ça comme ça? Disons que c'est ce que moi j'ai ressenti. Je ne vais pas juger le parti, en ce qui me concerne. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, mon engagement religieux, il s'est fait d'une façon un peu surnaturelle, si on veut dire. On va en parler tout à l'heure de cette question, parce qu'elle est quand même très étonnante. C'est pas venu comme ça, parce que moi, j'ai été baptisé. Une de mes tantes s'est occupée de faire les démarches pour me faire baptiser à l'âge de 3 ans, parce que mes parents ne me faisaient pas baptiser. Et pour mon mariage, ma belle-mère m'a dit « Si tu veux te marier avec ma fille, il faut que tu te maries à l'église. » Et alors là, il a fallu que je fasse ma première communion, puisque je n'avais pas fait ma communion. Donc j'ai fait ma première communion le jour de mon mariage. Mais sans trop y croire. J'ai fait ça pour faire plaisir à ma belle-mère et pour pouvoir me marier, sinon on ne me laissait pas marier avec sa fille. Mais dans les années qui ont suivi, je n'avais pas la foi. Est-ce qu'on peut considérer que, à cette époque-là, le Parti communiste français et votre engagement donc au sein de ce parti correspondait un peu à ce qui se passait en Italie, le Parti communiste italien qui était fortement ancré dans les convictions religieuses en Italie? Ça n'avait rien à voir. Le Parti communiste italien était différent du Parti communiste français. Mais bon, il y avait certains dirigeants qui étaient catholiques, pratiquants, voilà. Et moi, je ne l'étais pas. J'avais aucun problème là-dessus. J'étais communiste et j'y croyais vraiment. Voilà. Après, il y a eu des problèmes avec des pays de l'Est qui ont fait que je me suis posé des questions et puis voilà. Et après, j'ai quitté, quoi, parce que j'y croyais plus. Voilà. D'accord. Alors revenons maintenant sur le cours de votre vie personnelle. Vous vous mariez
En 71, le 4 décembre. En 1971. Et là, vous décidez de vous engager dans la vie professionnelle. En 72, oui. En 1972. Oui. Votre vie professionnelle qui est orientée vers l'entreprise de travaux publics. J'ai été salarié pendant 10 ans, de 14 ans à 24 ans. Et à 24 ans, j'ai décidé d'essayer de créer ma propre entreprise. Voilà. J'ai dit, je ne risque rien, tout ce que je peux. À l'époque, c'était facile parce qu'on quittait un travail, on retrouvait demain. Il y avait du travail partout. Et donc, j'ai essayé. Ça a été dur. Pendant 3 ans, j'ai vraiment galéré parce qu'il fallait se faire une clientèle et ça n'a pas été facile. J'ai eu 3 ans de galère. Et après, ça a commencé petit à petit. J'ai commencé à me faire connaître et ça a marché, quoi. Parfait. Je suppose que vous avez rencontré Auguste dans le courant de votre jeunesse et de votre adolescence. Mais Auguste, il est... En Menton, c'est une personne que tout le monde connaît. Non, je dois dire que malheureusement, j'ai quelques années de plus que lui. Et ma jeunesse, c'était sa prime enfance à lui. Hein. Moi, ma jeunesse, j'étais adolescent, c'était encore un gamin. Hein. Oui, c'est la raison pour laquelle je pensais que lui, vous avez connu, pas vous. Parce qu'effectivement, quand on est plus âgé, on a tendance à ignorer les enfants. Je dirais que lorsque je suis retourné à Menton, par l'intermédiaire de gens de son âge que j'ai connus, j'ai eu le plaisir de le rencontrer et j'avoue que j'ai toujours apprécié le personnage. Voilà. C'est une personnalité mentonnaise incontestablement. Mais c'est au travers d'amis d'enfance à lui que j'ai connu, bien sûr, puisque moi je suis resté quand même beaucoup d'années loin de Menton. Mais ça a été un plaisir de rencontrer un personnage comme lui, parce que c'est un personnage quand même relativement atypique dans son parcours. Hein. Vous avez quelques souvenirs de cette période-là, des souvenirs marquants, parce que quand on traverse son enfance à Menton en particulier, oui, on a toujours quelques souvenirs plus marquants. Et dans votre cas, bien entendu, ça doit être... Je ne parle pas de votre engagement religieux. Nous allons en reparler tout à l'heure. C'est bien plus tard, l'engagement religieux. Bon, je me rappelle par exemple du passage du rallye de Monte-Carlo dans la rue piétonne. c'est un truc incroyable, hein, quand on y pense aujourd'hui. Et puis, bon, les jeux, on jouait aux boules. Au marché, il y avait un espèce de parking. Et on allait au Lion d'Or, ils nous louaient des boules. Et on louait les boules, on payait 20 francs, c'était 20 francs de l'époque, pour jouer pendant 1 heure aux boules, quoi. Et puis voilà, on avait des jeux très simples, hein, très très simples. Qu'est-ce que vous pensez de la transformation de Menton? Comment vous l'avez vécu, cette transformation? Ah ben moi, j'ai des grands regrets. Par exemple, la pergola, c'est un endroit... L'aménagement du bord de mer, vous voulez dire? Oui, mais la pergola, c'était là, il y avait la roca longa, la seca, la patate, c'est tout des choses dans nos mémoires. Des lieux de rendez-vous quotidiens en été de toute la jeunesse. Notre enfance, et puis après notre jeunesse aussi, bien sûr. Et le jour où tout a été rasé, tout a disparu, ça a été quand même... Ils ont chamboulé, pas rasé, parce que... Ça a été chamboulé, ça a été bon, on ne voit plus rien, quoi, ça n'existe plus. Vous avez regretté cette transformation? Pour moi, oui. Pour moi, c'était un endroit naturel, quoi, où on se retrouvait. Et aujourd'hui, bon, c'est plus ça. C'est tout à fait différent. Ouais, ça reste d'ailleurs à terminer. Il faut bien le reconnaître. Les voûtes, quand on avait des voûtes aussi, là, qui aujourd'hui sont aménagées en commerce. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, il y avait la mer qui rentrait dans les voûtes. Vous voyez? On veut dire. Pas toujours, mais parfois. Parfois, oui. Parfois, oui. En hiver en particulier, l'eau rentrait jusqu'au fond des voûtes. Bien sûr. On allait pêcher, il y avait les crabes de sable, il y avait les sols, il y avait tout ça. Les patelles. Les patelles, les moules, voilà. Donc, une enfance agréable, somme toute, oui. Même si le milieu dans lequel vous avez été élevé est un milieu modeste, mais à cette époque-là, même les milieux modestes pouvaient vivre on avait besoin de rien. C'est vrai, sur le plan financier, on avait besoin de rien. Donc, vous aviez les parents... De temps en temps, quand on pouvait se payer, à l'époque, il n'y avait pas tous les produits d'aujourd'hui, mais on se cotisait à 3 ou 4 pour acheter une bouteille de limonade, voilà.
Et on buvait la bouteille de limonade à 3 ou 4. Et quelles étaient vos aspirations à ce moment-là? Comment vous appréhendiez la vie? Est-ce que À quel âge vous parlez de... L'adolescence. On est dans votre adolescence, là. Alors, mon adolescence, j'ai toujours voulu créer J'avais un peu d'ambition, disons, voilà, sans être prétentieux. J'avais envie de créer mon affaire, voilà. J'ai toujours pensé. Vous vouliez créer votre affaire à ce moment-là. Dès l'âge de 16-17 ans, je voulais déjà commencer à 16-17 ans avec un ami, et puis ça ne s'est pas fait, et ça s'est fait un peu plus tard. Et la formation que vous aviez reçue à cette époque-là, au collège peut-être ou Certificat d'études, moi. Certificat d'études. Donc cette formation était suffisante pour démarrer une entreprise? Oui, tout à fait. Il fallait juste avoir fait un apprentissage. Et après, on pouvait créer ça dans une entreprise de peinture. Vous êtes allé au centre d'apprentissage ici là? Non. Non. Auguste se parle du centre d'apprentissage qui était installé à Garavant, à l'emplacement de l'actuelle je ne crois pas qu'il y avait la peinture. Construction du nouvel hôtel. Non, il n'y avait pas la peinture, je ne crois pas. Nous, on était il y avait la maçonnerie. Sur Nice. Oui, maçonnerie. Il y avait maçonnerie qui était installée à Garavant, d'ailleurs. C'est ça. Sur l'ancien jeu de boules de Garavant, derrière le bar tabac, le Perroquet. Donc, vous avez fait une formation sur le tas chez un patron. Tout à fait. Donc, je vais employer le terme qui s'employait à l'époque. Vous étiez le boccia. Le boccia, exactement. Voilà, merci. Oh, c'est un terme peut-être un peu... c'est un terme qui est très très juste, parce que les premières années, on fait que des boulots difficiles, quoi. Poncer, gratter, balayer, tout ce que les ouvriers ne veulent pas faire, quoi. C'est normal. Oui, ça rendait un peu modeste, pas trop de prétention au début quand on ne sait rien faire. C'est ça? Exactement. Donc, nous arrivons vers l'âge de 20 ans. C'est là où vous partez au service militaire, non? Oui. Ça se passe comment? Je pars au service militaire à 19 ans et j'ai fait 16 mois d'armée. Hein. J'ai fait partie de la dernière classe qui a fait 16 mois. Après, ça a baissé. À quel endroit vous faites votre service militaire? Pas très loin, à la BA 943 à Carnolès. Très bien, donc pistonné. Exactement. Ah, c'est pas mal. La plupart des jeunes montonniers... Pistonné par le général Aubert, en plus, rien. Oui. Par le général, donc... Pistonné par un général. Il le faisait presque systématiquement. Je l'ai vu signer des demandes d'affectation à la BA 943, pratiquement les yeux fermés. Ceci étant, à partir du moment, mon propre frère d'ailleurs en a bénéficié, à partir du moment où les jeunes étaient relativement proches de leur famille, pourquoi pas dans le fond. C'est sûr, c'est sûr, bien. Pour certains, c'était peut-être mieux de les éloigner un tout petit peu. Mais bon, ça c'est un autre problème. Donc, un service militaire sans problème, vous rentrez chez vous tous les jours pratiquement? Oui, je rentrais très souvent à la maison. Donc, j'ai fait un jour de prison à la caserne. En fait, oui. Parce que j'ai été nommé le même jour, à la même heure, 2 fois de corvée. À la même heure, à des endroits différents. Alors j'ai dit, comment je peux faire 2 corvées en même temps? Eh bien, ils m'ont dit, il fallait vous débrouiller. À 8 heures, il fallait que je sois... Et donc, ils m'ont mis un jour de prison. Voilà, c'était... Ça, c'est la logique, la logique militaire. On avait déjà décelé en vous une grande potentialité. Très bien. Donc, à 20 ans, vous rentrez dans vos foyers et à partir de ce moment-là, commence véritablement la vie active, la vie professionnelle. Oui, bien sûr. C'est à ce moment-là que vous créez l'entreprise ou elle est déjà créée? Non, je l'ai créée en 72. Hein, j'ai fini l'armée en 69. Hein. J'ai continué à travailler chez un patron. Pendant 10 ans, j'ai toujours eu le même patron. Hein. Mais après, en 72, je me suis lancé. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été un peu difficile au départ, mais après, bon... Avec le temps, quand on a vraiment l'envie, voilà. Sur le plan des loisirs, est-ce que Menton est une ville active? Est-ce qu'elle vous permet C'est-à-dire que pour les jeunes de mon époque, il n'y avait aucun problème. On avait des boîtes de nuit partout. Il y avait le Skoll, le Gordon Bennett, la Case du Chef, les Frères de la Côte, le Villaret, Galapagos, le Royalty. Il y avait
En dehors des boîtes de nuit, quel type de distraction vous avez? Moi, je n'avais pas d'autre distraction que les boîtes de nuit. J'ai J'ai passé ma jeunesse dans les boîtes de nuit. J'allais en Italie, au Cursal, à Bordighera, au Whisky à Gogo, à San Remo. Voilà, avec mes copains, on était très boîte de nuit. Et après, on s'est rangé. Quand on s'est mariés, après, ça a été fini. Plus de boîte de nuit, plus de... Ah, mais vous avez quand même une petite tendance, m'a-t-on dit, à sortir assez souvent. À l'époque, oui. Vous êtes un grand amateur de karaoké. Oui, exactement. Je chante du Johnny, voilà. Et vous chantez du Johnny. Vous avez d'ailleurs une voix qui est très, très agréable. Et donc, là, vous êtes mariés, les enfants commencent à arriver. Trois enfants. J'ai mon fils aîné qui est commandant de police à Monaco. Et Lui, il arrive dans la famille à quel âge? À quelle année? Lui, il est né en 74. En 74, voilà. oui. On s'est marié en 71, il est né en 74. Après, mon deuxième fils, c'est celui qui a repris la peinture. Il a sa propre boîte maintenant sur Monaco depuis 2010. Lui, il est né en 78. Et j'ai ma fille qui est notaire sur Beau-Soleil. Voilà. D'accord, une belle famille avec des enfants qui ont réussi. 6 petits-enfants, voilà. 6 petits-enfants, parfait. Donc un homme heureux. Et on revient à cette période-là. Il se passe quelque chose, un grand chamboulement dans votre vie. En quelle année? C'est en 81, 82. Je ne me rappelle pas exactement. Donc un grand chamboulement qui va vraiment transformer votre vie sur le plan philosophique, sur le plan psychologique. Sur tous les plans, en fait. Sur tous les plans. Donc nous sommes en 82. Que se passe-t-il? J'ai le curé qui se trouvait sur Roquebrune. Le père, il s'appelait le père Cochère. Il s'appelait Cochère et moi je l'appelais le père Fa. Je faisais Fa Cochère. On plaisantait avec lui. Il a beaucoup d'humour. Il m'a demandé de faire un devis pour refaire l'église. Et bon, mon devis a été accepté. J'ai fait les travaux dans cette église de Carnolès, qui était avec des beaux Christ, des belles statues. Hein. Et dans le parking de cette église, il y avait un crucifix dans un coin, tout poussiéreux, plein de toiles d'araignée, vraiment. Et j'étais attiré par ce Christ. Allez savoir pourquoi. J'étais attiré et je demande au curé, j'ai dit, monsieur le curé, qu'est-ce que vous en faites de ce Christ-là? Il me dit, rien. J'ai dit, vous me le vendez? Il me dit, non, prenez-le, je vous le donne. Je fais, non, écoutez, en compensation, je vais vous peindre, il y a un petit cabanon, je vous fais le cabanon pour payer Et je l'ai pris chez moi, c'était un mardi. Le samedi, je l'ai pris et je l'ai nettoyé et je l'ai peint. C'est un morceau de chemin de croix, c'est-à-dire que c'est le Christ qui a la couronne d'épines. Portant la croix, oui. La couronne d'épines et il porte la croix. Mais c'est juste le buste, hein, on voit. Alors, attends, juste une petite précision. Vous êtes un entrepreneur engagé dans la vie active oui. comme beaucoup de vos confrères. Depuis vous avez une famille, vous avez la responsabilité d'une famille de 3 enfants, des petits-enfants peut-être déjà à cette époque-là. C'est-à-dire... Non, pas encore. Non. Mais enfin, vous avez de lourdes responsabilités, celles de votre entreprise et celles de votre famille. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait qu'un homme comme vous, ayant plutôt des préoccupations et même certainement des soucis importants, en arrive à consacrer une partie de son temps, même très court, mais une partie de son temps, à la rénovation d'un buste du Christ laissé à l'abandon dans un coin d'une église? J'aimerais comprendre ça. J'étais attiré. J'étais attiré comme un aimant, vous voyez. Vous avez été attiré? J'étais attiré par ce Christ, alors que dans l'église, il y avait des beaux Christ. J'étais attiré par ce Christ qui était vraiment... à l'abandon. À l'abandon. Et quand j'ai fini de le peindre, j'ai senti quelque chose en moi de changer. Et dans mon ignorance de la religion, je montais à pied à la gué, et je mettais un cierge, puis je redescendais.
Et un jour... Attendez. Là, vous rénovez le Christ, en quelque sorte. Oui, On vient d'expliquer pourquoi. Oui. Vous n'aviez jusque-là jamais eu d'engagement religieux proprement dit. Pas du tout. J'étais pas croyant. Vous aviez été baptisé, on l'a C'est vu, une vous de mes l'avez tantes, expliqué pour une de vos tantes qui a insisté parce que vous deviez vous marier, qu'il fallait produire un certificat de baptême. Bon, ça beaucoup de Français, beaucoup de chrétiens sont passés par là, mais pas d'engagement religieux. Aucun. Très bien. Donc, là, vous sentez un appel. Exactement. Et pour répondre à cet appel, vous montez Voilà. à la Gué. Ignorant de la religion, ignorant de tout, je monte à la Gué, et je mets un cierge et je fais une petite prière dans les... Je sais même plus ce que je... et je redescends. Et au bout de quelques fois, parce que je suis monté souvent, j'arrive un jour, c'était l'heure de la messe. Et il y avait un prêtre qui s'appelait le Père Lanza, qui était le recteur du sanctuaire, qui était en train de faire un sermon. Et je rentre dans l'église, et ce sermon qu'il était en train de faire, il était pour moi. Je ne m'en rappelle plus aujourd'hui, hein, mais ça m'avait percé, vraiment traversé le cœur. Alors qu'il ne vous connaissait pas. Non, il ne me connaissait pas, il a fait un sermon, mais je l'ai senti vraiment pour moi, je l'ai ressenti. J'avais l'impression que Jésus me parlait, vous voyez, à travers ce sermon. Et donc j'ai passé avec lui, après je suis resté à la Gué pendant 10 ans, je montais tout le temps, et c'était devenu mon père spirituel, voilà. Et bon, les 2-3 années passent, et j'ai mon père qui tombe gravement malade. Parce que mon père, c'était un joueur de cartes, mon père, il jouait beaucoup, il travaillait. Ça, c'est un autre épisode sur lequel nous allons revenir. Je voudrais poser une question à Auguste, qui vous écoute, je dirais presque religieusement. Qu'est-ce que vous pensez de cette confession? Parce que c'est une vraie confession. Qu'est-ce que vous en pensez, Auguste? Moi, je pense que quelquefois, dans la vie, il se passe des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais qui vous marquent. Il était dans cette église, donc il a été appelé pour travailler dans cette église, où il y avait de jolies statues, il y avait certainement des tableaux très intéressants. Il a un esprit, c'est là qu'on retrouve l'esprit du personnage. Quand il a vu ce Christ portant sa croix, abandonné dans un coin, délaissé, poussiéreux, son âme a été chavirée par ça. A été chavirée, je pense que parler d'une révélation, c'est peut-être pas le mot, mais là, il s'est passé quelque chose. Son âme, à vouloir aider les autres, il n'en était pas conscient certainement, s'est révélé à ce moment-là. Il s'est passé quelque chose, il a eu envie de le prendre, même de l'acheter. D'ailleurs, il a acheté d'une autre façon, puisqu'il a peint un petit quelque chose, un cabanon, je ne sais quoi. Mais je pense que là, il a eu la révélation, peut-être pas du spirituel, en tout cas de sa personnalité vraiment intérieure, puissante. Ça va peut-être un peu plus loin, mais je retiens votre interprétation. En tout cas, c'est ce que je pense. Oui. C'est ce que je pense. Alors, on va écouter un peu, parce que je dirais que la démarche de notre ami Pierre va plus loin que ça, n'est-ce pas? Et c'est l'épisode qui précède le départ de son père. Enfin, qui devait précéder le départ de son père. Je rectifie parce que je connais, bien entendu, l'affaire, je connais l'histoire, et en réalité, il n'y a pas eu de départ. C'est ce qui a fait de moi, en moi, qu'il n'y ait plus de doute sur l'existence de Dieu. Je parle pour moi. Mon père était un joueur de cartes, hein, et après la journée de travail, il allait jouer aux cartes tous les jours. Il ne pouvait pas s'en passer. C'était une drogue, hein, c'était tous les jours, même le jour de Noël, il fallait qu'il parte pendant 2-3 heures pour aller jouer aux cartes. Et en même temps qu'il jouait aux cartes, donc il fumait beaucoup et il buvait aussi. Et il a eu un cancer assez grave. Il est opéré et le chirurgien... En quelle année 80 et... ça a daté de... 83, 84. Avant, vers 85, 86. Oui, fin des années 80. Fin des années 80, oui. Je n'ai plus la date exacte. Et
il est opéré et le chirurgien me fait appeler. Il me dit, Monsieur Géras, je suis obligé d'opérer votre papa une deuxième fois parce que ça ne va pas. J'ai dit, écoutez, docteur, s'il faut le faire, faites-le. Hein. Oui, il faut préciser qu'à cette époque-là, contrairement à ce qui se passe maintenant, il est évident que je crois qu'il y a 60% ou 70% des cancers qui se guérissent, qui ont une issue qui n'est pas fatale. Et à cette époque-là, ce n'était pas le cas. À peine 30%, 25 à 30% des cancers pouvaient se guérir. Donc, quand un médecin vous dit ce que vous venez de nous dire, c'est qu'effectivement, il y avait peu de chances de survie. Oui, exact. Donc, il opère une deuxième fois, et mon père, après l'opération, commence à décliner. À décliner. Et un jour, un soir plutôt, avec ma femme, on était à ses côtés. Et mon père, il avait fait pendant la guerre de 39-45, il était rentré dans la Légion étrangère. Donc, il avait vu la mort de près plusieurs fois. Il a été blessé 2 fois au champ de bataille. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait peur. Et mon père me dit, oh là là, tu as vu là, ce type au pied de mon lit là? Regarde-le comme il est moche, plein de cicatrices, tout en noir, il me fait peur. Avec ma femme, on se regarde, on dit, mais papa, il n'y a personne au pied de ton lit. Mais oui, regardez. Mon père était terrorisé. Il avait le visage vraiment de quelqu'un qui voyait quelque chose de... Il était allongé, n'est-ce pas? Il était allongé dans son lit, bien sûr. Et donc, moi, je n'ai pas percuté. Hein. Je rentre chez moi le soir, je mange, et puis j'étais en train de lire un livre religieux, et je l'ouvre. Je l'ouvre là où je m'étais arrêté, je tourne la page, et je lis. Encore aujourd'hui, j'ai la chair de poule, pour vous dire que... On voit que vous êtes ému, ça c'est sûr. Je lis. Apparition de Satan quand il vient chercher des âmes. Mon père m'avait dit qu'il est très très moche. Et là, il a écrit d'une grande laideur, vêtu de noir avec des cicatrices. J'appelle ma femme et je dis, regarde Marie-Dominique, ce que je suis en train de lire. Elle me dit, mais c'est ce que ton père il t'a dit. Alors j'ai dit, là, mon père il est foutu. Je vous assure que j'ai la chair de poule. J'ai dit, mon père il est foutu. J'ai dit, bon, demain matin je vais voir un petit peu là-bas de suite à l'hôpital pour le voir. J'arrive à l'hôpital, le chirurgien me dit, Monsieur Géras, votre papa, il passera pas la nuit, faites venir la famille, parce qu'il est rentré dans le coma, c'est fini. Ah, j'ai dit, mon père, alors, il est vraiment foutu. Je vais vite à l'église, c'était midi. Le prêtre, ils étaient 3 assomptionnistes à l'époque, ils étaient en train de manger. Et je vais voir le père Cochère et je lui dis, mon père, j'ai mon papa qui est en train de mourir, vous pouvez pas venir? Il dit, bien sûr, il a arrêté de manger, il est venu avec moi tout de suite. Et on a prié pour mon père, puisqu'il ne pouvait pas lui parler, puisqu'il était dans le coma. Hein, donc. Et moi, je fais ma prière à moi, d'une grande pauvreté. Je lui dis, Seigneur, je ne te demande pas de guérir mon père. Je te demande simplement de lui laisser le temps de se convertir, pour que son âme puisse être sauvée. Pour moi, c'était l'essentiel, c'était pas que mon père... c'est que mon père il puisse... Parce que la vie éternelle, ça finit jamais. La vie sur Terre, elle dure un siècle. L'éternité, ça finit jamais. Si on n'est pas du bon côté, c'est embêtant quand même. Hein. Alors, donc, là, votre père n'était pas du tout baptisé. Alors, mon père était baptisé. Il était baptisé, oui, mais pas croyant. Non, il n'était pas croyant. Il ne croyait pas, d'accord. Et donc, tout le monde vient, ses frères, ses sœurs, tout le monde vient pleurer, hein, parce que mon père allait mourir. Hein. On est resté avec lui jusqu'à 10h du soir. Et bon, et puis on rentre à la maison, hein, parce qu'à l'hôpital, il ne voulait pas qu'on reste plus longtemps. Le lendemain matin, j'ai dit, bon, je vais voir mon père, il est mort, hein, parce qu'il m'avait dit qu'il ne passerait pas la nuit, le chirurgien. À 11h, j'arrive à l'hôpital, parce qu'on ne pouvait pas rentrer avant. Le chirurgien est là. Il me dit, Monsieur Géras, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Votre papa, il va très bien. Il a vécu encore 20 ans. Alors, après ça, il a vécu 20 ans. 20 ans, il a survécu 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Et mon père, après, alors je lui dis, papa, tu sais, je suis ton fils, tu dois me faire confiance. Je vais te dire des choses que tu as vécues, mais que tu ne te rappelles pas, parce que ce serait trop facile, si tu t'en rappelais, de te convertir.
J'ai dit, voilà, il s'est passé ça et ça. Enfin, Vous avez raconté cet épisode à votre père. absolument. Et après... Il en avait conscience ou pas? Oui, après, il en a eu conscience, puisqu'il venait avec moi tous les dimanches à la messe à la Gué. On allait ensemble. Mais il s'est rappelé cet événement? Non, pas du tout. Non. Il ne s'est pas rappelé Le malin est trop malin pour que... Oui. qu'il puisse... Ça, c'est votre interprétation. Mais Oui. votre papa ne s'est pas rappelé Mon papa s'est cet épisode. pas du tout rappelé, pas du tout. Et après, il venait tous les dimanches avec moi à la Gué. Il est venu avec moi à Lourdes. Et après, quand il est mort, mon papa... J'ai dit mon papa, je pourrais dire mon père, mais je dis mon papa. Quand il est mort, eh bien, les derniers jours, il n'arrêtait pas de dire, appeler mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je dis, bon, ça va. C'est bon signe. Donc vous en avez conclu qu'il était Sauvé. sur le chemin que vous souhaitiez. Je dois dire une chose, c'est que voilà quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qui demande un énorme respect. Un énorme respect. En tout cas, c'est ce qui a fait le personnage que nous avons aujourd'hui avec nous et qui va nous parler justement de son action pour les autres, son engagement pour les autres. On en vient à cette partie de votre vie, bien sûr. Celle que vous venez de nous raconter est extrêmement importante. Elle a construit l'homme que vous êtes. Elle a contribué à le construire, en tous les cas. Et finalement, votre engagement social actuel est peut-être la conséquence de tout ça. Tout à fait. J'en suis persuadé, d'ailleurs. Il n'y a pas eu d'interruption, c'est la suite logique. Non, c'était un désir que j'ai eu. J'ai eu ce désir mais je n'avais pas les moyens d'accomplir ce que j'avais envie de faire, quoi, parce qu'il me fallait un local. Et un local, à Menton, on n'en trouve pas. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'action que vous menez maintenant depuis une dizaine d'années à Menton... 2008, octobre 2008. À 14 ans, donc, 14 ans. J'explique en 2 mots, n'est-ce pas? Vous avez créé une association, on verra dans quelles conditions et comment vous avez fait ça. Une association qui vient en aide réellement aux plus démunis. La genèse de cette affaire. Alors, l'idée vous en vient comment de créer les Chœurs du Campanin, puisque les Chœurs en bandoulière, qui est le titre de notre émission, c'est bien entendu en réponse aux Chœurs du Campanin que vous avez créé il y a 14 ans. Comment vous vient cette idée? Brièvement. Brièvement, c'est... Jésus nous dit, si je n'ai pas la charité... Je ne suis que rien, je ne suis rien. On peut dire Seigneur, Seigneur, mais si on n'a pas au fond du cœur pour les autres, parce que dans chaque personne qu'on rencontre, on doit retrouver le visage de Jésus. Donc chaque fois qu'on aide quelqu'un, on se dit, je le fais pour toi. Et Dieu, voilà. Et donc l'idée vous vient comment? L'idée, ça faisait des années que ça c'était dans ma tête. J'avais envie de créer cette association, mais bon... Ça répondait quand même au fait qu'on entre à ce moment-là dans une période que l'on n'avait pas connue avant en France, c'est-à-dire une période vraiment de pénurie alimentaire pour certaines catégories sociales. C'est Coluche qui avait lancé Coluche avait lancé cette idée, et donc ça vient jusqu'à vos oreilles. Voilà, mais moi je voulais créer une association, excusez-moi, locale, disons. Les Restos du Cœur, c'est sur l'ensemble de la France. Nous, c'est uniquement sur Menton, on travaille que sur Menton. Et il y avait une barrière, c'était trouver un local pour pouvoir mettre en place l'association. Et un jour, il y a le téléphone sonne, et c'était monsieur le maire, Jean-Claude Guibal, qui me téléphone. Il me dit, Monsieur Géras, il me dit, Monsieur Géras, je lui dis, Monsieur le maire, c'est d'accord. Il me dit, vous... Avant même qu'il vous ait posé la question. Il m'a dit, mais je vous ai rien dit encore. Mais moi, je vous dis, c'est d'accord, Monsieur le maire. Mais en général, quand un politique vous appelle à la veille des élections, il m'a dit, c'est rarement pour autre chose. Il y avait Madame Julie Chély qui était avec lui.
Et alors, je vous dis ce qui m'a été dit. Hein, maintenant, voilà. Elle me dit, Jean-Claude, il cherchait quelqu'un pour la liste. Et elle dit, cette nuit, elle m'a dit, c'est ce qu'elle m'a dit. Hein, moi, cette nuit, j'ai rêvé de vous. Elle m'a dit. Alors j'ai dit, écoutez, si vous avez rêvé de moi, elle m'a dit, j'ai rêvé qu'il fallait vous prendre sur notre liste. Ah bon? J'ai dit, écoutez, si vous avez rêvé. Voilà. J'ai dit, je suis d'accord, monsieur le maire, mais c'est pas une condition, parce que ce serait prétentieux de ma part, mais moi, je ne suis pas. La politique, c'est fini pour moi, j'y crois plus. Moi, j'ai l'envie, le désir de créer une association caritative. Il me dit, mais vous croyez qu'à Menton, il y a un besoin? Et j'ai fait, bien sûr, monsieur le maire, qu'il y a un besoin à Menton. Bon. Alors, il me dit, écoutez, d'accord, vous rentrez dans la liste, et puis, voilà. Bon, je rentre dans la liste, on est élu. Et puis, bon... les choses se mettent en place, dirons-nous? Non, pour nous, ça ne se mettait pas en place. Non. Donc, j'étais voir plusieurs fois monsieur le maire, et puis, bon, à la fin, je l'agaçais un peu. Et il me dit, mais j'arrive pas à trouver de local. Et je dis, écoutez, moi je l'ai trouvé, monsieur le maire, le local. Il me dit, ah bon? Je fais, oui, bien sûr, j'ai trouvé le local. J'ai fait, vous avez l'ancienne caserne des pompiers. Il y a tous les panneaux de ferraille de la fête des citrons qui entourent les jardins Burvès. Vous pouvez les mettre ailleurs. Les chefs de service ne voulaient absolument pas. Absolument pas. Et à la fin, j'ai réussi avec l'aide de Dieu, j'ai réussi à avoir le local. Après, alors, ça a été le début de cette grande aventure. On a eu la caisse d'épargne qui nous a payé la chambre froide. Hein. Après, on a fait un camion... Alors, attendez, en deux mots, n'est-ce pas, ce dont il s'agit, c'est relativement simple. C'est une banque alimentaire, on peut l'appeler comme ça? C'est pas une banque alimentaire, c'est une association qui... Parce que la banque alimentaire existe sur Nice. Hein, oui. C'est une forme de banque alimentaire quand même. Vous récoltez... On récolte des produits que le matin, on redistribue l'après-midi. Voilà. Alors, signalons que auprès des grandes surfaces. Hein. L'État, dans ce domaine-là, a bien fait les choses, puisque maintenant, il est interdit aux grandes surfaces, aux surfaces commerciales, il leur est interdit de jeter de la marchandise, de jeter de la nourriture. Avant, tout ça partait à la poubelle. Dans les 30 Glorieuses, bien sûr, on avait des centaines, probablement des milliers de tonnes de nourriture qui étaient jetées à la poubelle et sans utilisation. Maintenant, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Oui. C'est pas encore zéro, mais il y en a beaucoup moins parce que, de toute façon, les grandes surfaces ne peuvent plus. Elles sont pénalisées si elles le font. Absolument. D'accord. Donc, votre initiative prend corps avec l'aide, c'est ce que vous étiez en train de nous dire, avec l'aide des clubs services? Pas tout de suite. Les clubs services, un peu plus tard. Au début, on a commencé avec des dons privés, hein, des dons privés, et on a réussi à avoir un véhicule réfrigéré. Donc, au début, on l'avait pris en location, et puis après, on a réussi avec les pubs des commerçants mentonnais à avoir un véhicule pendant 5 ans. Après, on a dû en acheter un. Voilà. Et ce véhicule réfrigéré nous permettait le matin de récupérer des produits dans les grandes surfaces, de faire la collecte. De faire les collectes de Menton, Monaco et Nice. Voilà, on allait jusqu'à Nice, Carrefour Lingostière. Alors sur Menton, rentrons un petit peu dans le détail. Sur Menton, toutes les grandes surfaces pratiquement, toutes les grandes enseignes vous apportent le concours. Dans les trois Intermarchés, les 2 Aldi, quotidiennement. Marché Hugues-Garavant. Il faut les citer, je crois, parce qu'ils seraient peut-être un petit peu... Carrefour City, voilà, je les ai tous cités. Et plus Pelé, les boulangers, pâtissiers, Pelé. Oui, en haut et en bas, voilà, oui. Voilà. Et après, on a aussi l'aide maintenant, depuis quelques années, des clubs-services, l'Alliance, Rotary, les Sœurs Optimistes, Madame Séchelle, avec son école de danse, Marie-France, qui chaque année fait un spectacle pour nous, qui nous rapporte presque 10 000 €, c'est pas rien. Hein. Elle nous a beaucoup aidé, Marie-France. Là, ces 2 dernières années, à cause du Covid, on n'a pas pu le faire.
Mais sinon, il y a Photomenton qui nous aide chaque année. Alors, vous nous citez des dons qui nous aident. Signalons que la loi de 2013 en France est bien faite et que les dons qui sont faits à votre association peuvent être déduits à hauteur de 66% de la part fiscale. Un don de 100 euros. Y compris pour les particuliers. Un don de 100 euros coûte en vérité 34 euros à la personne qui nous fait le don de 100 euros. C'est ça. Voilà. Et 66% peuvent être reversés à votre association. Parfait. Donc, alors, ça, c'est, je dirais, le principe. L'organisation des tournées, c'est quotidien. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche, bien sûr, le jour du Seigneur. Et c'est donc quotidien. Le matin, les collectes, après-midi, on redistribue. On redistribue l'après-midi. Voilà. Et là, on assiste quand même à des distributions importantes parce que... 200 tonnes de marchandises par an, à peu près. 200 tonnes par an. 200 tonnes par an, avec une cinquantaine de bénévoles, ceux qui se relaient, hein, et environ 500 bénéficiaires. Voilà, ça tourne à peu près à ce... Comment sont désignés les bénéficiaires? Alors, ils doivent passer par les instances sociales, c'est obligatoire. Les dossiers sont faits par les instances sociales. En fonction de leurs revenus, ils sont accordés ou pas. Hein? C'est les assistantes sociales. Absolument. Et les critères de sélection, c'est quoi? Évidemment, les revenus. Absolument, oui. Le reste à vivre. Hein? Qu'est-ce que vous pensez de cette organisation, Auguste, vous qui êtes non, moi, je suis complètement... un homme précis? Je suis complètement époustouflé par la réussite. Est-ce que vous y croyez? Parce que non, je n'y croyais pas. Très honnêtement, au début, j'ai fait quelques collectes, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit groupe qui était là, Mentonné, mais je n'y croyais pas. Je dis, là, il va se planter, quoi. C'est compliqué, c'est lourd. etc. C'est lourd. C'est lourd. C'est pour ça que je dis que il a fait de quelque chose de compliqué quelque chose de simple, par son travail, par son envie, par son organisation. Parce que c'est lui qui fait marcher l'affaire, là. Hein. Oh, les bénévoles sont très actifs. Non, mais attendez, oui. Dans un groupe, il y a toujours une tête qui mène, hein, qui conduit. Hein. Oui. C'est comme ça, c'est la loi humaine. Et lui, c'est lui qui fait marcher. C'est l'âme, parce qu'il a la foi. Il a une foi incroyable. Moi, j'aimerais avoir la foi qu'il a. Ben, c'est beau ce que vous dites là, oui, mais on a eu beaucoup de discussions, parce qu'il est extraordinaire, hein. Franchement. Moi, j'aimerais avoir la foi qu'il a. Bon, c'est pas facile. Hein. Et c'est un homme têtu. Écoutez, il a la volonté et tout, parce que je pense qu'il est né comme ça. Hein. Ça s'est révélé, si vous voulez. Le parcours ça s'est révélé devant ce Christ qui était à l'abandon, mais il est né comme ça. C'est des personnages qui ont cette envie de servir. Des personnages habités. Et je reprends ce qu'il disait là. Il disait, j'avais quand même, sans prétention, l'envie de réussir. Mais c'est normal de vouloir réussir quand on est jeune. C'est normal, c'est pas de la prétention mal placée. Voilà. Il l'a mis au service, en tous les cas, de la collectivité. Je voudrais quand même dire une chose, c'est que sans mes bénévoles, je ne suis rien. C'est eux qui aussi, ces 50 personnes qui sont avec moi, qui font marcher la boîte. Moi, je suis peut-être la tête, mais derrière, il y a tout le corps qui suit. Pour assister au retour de collecte, je dois dire qu'il y a une ambiance assez extraordinaire dans qui est faite à la fois d'esprit d'entraide, de volonté de travailler, de servir les autres, mais également une grande... beaucoup d'humour, ils se chambrent les uns les autres. Voilà. C'est assez extraordinaire. C'est du pagnol. C'est ce qui ressort pour y avoir assisté quelquefois. Oui. C'est une grande représentation de théâtre dont notre ami Pierrot est certainement l'animateur. Quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile, dans une ambiance de décontraction et je dirais même de divertissement. C'est ça qui est extraordinaire.
Je me trompe Tout à fait, tout à fait. Bon, voilà. Alors, vous nous avez parlé, donc, on résume le problème, hein, vous ramassez et vous redistribuez aux gens qui viennent tous les jours à partir de 14 heures pour trouver des produits. La nature de ces produits, la qualité de ces produits, vous êtes satisfait d'une manière générale? Les produits sont des produits en fin de vie. Qu'on vous donne, hein, les produits qu'on vous donne. Par exemple, aujourd'hui, on est le 26, je crois. On nous donne des produits qui sont bons jusqu'au 26, 27, 28. Hein, voilà. Alors, c'est quoi? C'est tout ce qui est yaourt. Alors, ça il faut insister là-dessus. Vous ne ramassez pas des produits périmés. Non, Vous ramassez des produits... Très peu. Vous ramassez des produits qui ont un délai d'utilisation court, Voilà. mais qui ne sont pas périmés. Absolument. D'accord. Absolument. Et alors, donc, tout ce qui est les produits frais, c'est yaourt, le fromage, la charcuterie. On a la viande aussi. Après, on a les fruits, légumes, les conserves. Ça, les conserves, on les achète, hein, bien souvent. On travaille avec la banque alimentaire qui nous revend des produits, pas trop chers. Hein, c'est des produits des bas prix, ce qui nous permet d'acheter quand même pas mal de marchandises. C'est moi, excusez-moi. J'ai oublié, attendez. Vas-y, coupe-le et puis on coupera ça. Hein? Excusez-moi, j'ai oublié. Non, c'est une intervention subite. Donc, des produits de courte durée, on reprend là, ouais. Des produits de courte... Oui, des produits qui sont... par exemple, aujourd'hui, le 26, ce matin, ils m'ont donné des produits qui étaient du 26, du 27, du 28, même jusqu'au 30. Voilà, c'est pas des produits qui datent d'une semaine en arrière. Non. Et des produits frais également, des légumes. Les fruits, des légumes. Donc là, on fait le tri, hein, parce que... Et des laitages, etc. Voilà, tout à fait. Et nous, on récupère. Le matin, il y a des personnes qui viennent faire le tri. Et l'après-midi, il y a une autre équipe qui vient pour redistribuer. Alors, les bénévoles sont de deux sortes, bien sûr. Ceux qui ramassent, ceux qui préparent les produits. Voilà, ceux qui ramassent, ce sont des hommes. Voilà, ce sont des hommes, oui. Voilà, c'est uniquement des hommes. Après, l'après-midi, c'est principalement des femmes. Des femmes. Et également, vous recevez une aide des religieuses de la... Il y a des sœurs du Homme qui viennent nous aider. Des sœurs du Homme, oui. Qui viennent nous aider pour... Qui viennent vous aider. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis, il y a également une administration derrière qui est... monsieur et madame Bonsignor, il faut les citer. Tout à fait, notre trésorier. C'est une véritable administration. Et notre vice-présidente, voilà. Parce qu'il faut justifier des dons, etc. Tout à fait, non, mais c'est un gros travail. C'est un gros travail. Ouais, les dons que vous ramassez, les dons que vous ramassez... écoutez, là, je suis obligé d'intervenir. Le terme « ramasser » ne me plaît pas. Les dons. Je préfère collecter. Ah, si vous voulez. Hein si vous voulez. Parce qu'un dialecte, on ramasse, ça non. Ça non, mais c'est pas du dialecte, c'est du français. Ramasser. Même en bon français. En bon français, ramasser n'est pas. Vous collectez. Pas injurieux. Vous êtes d'accord, monsieur? Pas de polémique. Monsieur Gérard, d'accord? Oui, c'est collecte. Alors, c'est une collecte. Ce que vous collectez, c'est de quel ordre, grosso modo? C'est de quel ordre, à peu près, par rapport à votre budget? Et on collecte environ... je sais pas, environ 180 tonnes collectées et une vingtaine de tonnes achetées. Parce que vous achetez des produits également avec les dons qui sont faits. On achète des produits à la banque alimentaire qui nous revend, par exemple, le lait, du beurre, des fois, du café, voilà, des produits qu'on leur achète, des conserves. Parce qu'ils nous les vendent à 20 centimes du kilo. Donc, c'est pas très cher. Mais après, pour eux, on doit faire 2 collectes par an au profit de la banque alimentaire. C'est-à-dire que les cœurs des Campanins sur Menton font des collectes qui sont données à la banque alimentaire qui, après, nous redonne une partie à nous. Voilà. Une question que chacun se pose peut-être, pourquoi ne pas avoir intégré les Restos du Cœur? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, mais les Restos du Cœur sont très indépendants de tout. Par exemple, là, ils ne travaillent pas avec la banque alimentaire et ils ne travaillent pas avec le Secours catholique. Ils sont indépendants. Hein,
Ils sont issus un peu du... Ils ne s'associent pas à aucune autre. Ils sont plutôt issus du show business et ils font un bon travail. Il y a pas on n'a pas à les critiquer. Ils font du boulot, mais ils se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Ils n'ont pas besoin de... Et nous, on est local. On est une association qui est uniquement sur Menton. On aide uniquement la population mentonnaise. Voilà. Parfait. Votre zone d'activité va quand même jusqu'à Menton. Jusqu'à Menton. Voilà. Pas au-delà de Menton. Roquebrune, non. Non. Roquebrune ont leur association. Ils ont leur association à Roquebrune. Qui marche différemment, mais aussi qui ont... voilà. Est-ce que ce que vous offrez à la population nécessiteuse suffit à assumer tous les besoins? Disons que nous, on n'a pas la prétention de les nourrir à 100%. C'est une aide alimentaire. Hein. On les aide bien, mais on n'arriverait pas à les nourrir en totalité. C'est pas possible. Mais on les aide. Voilà. Ils viennent, ils repartent avec des paniers bien chargés. Et c'est ça qui est important, c'est ça. Qu'ils puissent... Non, mais c'est normal. D'ailleurs, ce serait anormal de subvenir à leurs besoins à 100% quand même. Vous apportez un effort qui est énorme, chacun doit faire son petit effort de son côté, ça me paraît normal. Bien sûr. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont fonctionne l'association, dont elle a évolué, comment elle a évolué? Est-ce que vous êtes satisfait de tout ça? Ou est-ce que vous est-ce que vous avez d'autres aspirations, d'autres objectifs? Non, on n'a pas d'autres objectifs parce qu'on ne peut pas aller plus loin. On a essayé de nous faire un peu aller vers tout ce qui est vêtements, meubles, tout ça, on ne peut pas. On n'a pas la place pour, et puis on n'a pas le temps. Déjà, c'est très prenant de s'occuper de tout ce qui est nourriture. Non, la nourriture, c'est le principal. Oui, parce que pour les habits, tout ça, il y a des organismes. Oui, bien sûr. Ça existe. Non. La Croix-Rouge et d'autres, etc. Voilà. Est-ce que vous recevez une aide en dehors de l'occupation des locaux, une aide de la municipalité? Absolument, oui. La municipalité actuelle est consciente Depuis une dizaine d'années, on reçoit une aide, oui. Ça n'a pas cessé à la disparition de Jean-Claude Guibal? Non, pas du tout. Et ça vous convient? Oui. On ne peut pas non plus demander que la mairie... voilà. On doit se débrouiller aussi par nos propres moyens. On a une aide, c'est bien, mais voilà. Il faut qu'on arrive à faire tourner la machine, pas uniquement avec les dons de la mairie, sinon ce ne serait pas... Mais non? Là, on voit tout l'état d'esprit de l'organisation. Mon cher Pierre, voilà, c'est ça. Eh oui. On aide et on essaie de se débrouiller, chacun y va, fait ce qu'il peut. On est une association indépendante. Voilà, on marche avec notre système à nous. La mairie nous aide, mais c'est pas la mairie qui gère l'association. Hein? Voilà. Parfait. Alors, bien que vous aspiriez à l'éternité, vous nous l'avez dit tout à l'heure, oui. Personne n'est éternel, bien sûr, du moins sur cette terre. Et la question que je vous poserai, c'est demain, lorsque Pierrot Gérard ne sera plus là, comment tout cela va évoluer? Est-ce que vous espérez que... Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Oui, non, mais c'est évident. Oui. Mais comment vous voyez évoluer la chose? Est-ce qu'il y aura parce que la pauvreté va pas cesser. La providence. Moi, je crois à la providence. Je crois que qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui a tout fait pour que les choses se passent comme ça. C'est pas Pierre Gérard qui a fait que. Il y a quelqu'un au-dessus qui a tout dirigé. Voilà, pour moi, c'est ce que je crois. Donc, vous en remettez à la Providence. À la Providence. Et chaque fois qu'il y a eu dans notre association des gens qui ont eu peur, qui se sont dit on n'y va pas y arriver, tout ça, je leur disais toujours, pas de problème, on y arrivera. La foi est inébranlable. D'autres questions, Auguste, à notre ami Pierre Gérard? Moi, je ne peux que avoir un respect énorme pour Pierre Gérard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et même si quelquefois on discute, on confronte nos points de vue, on n'est pas toujours d'accord, mais le respect que j'ai, il est énorme pour lui. Voilà.
Et je ne lui avais jamais dit, maintenant il le sait comme ça. Merci. Bien, écoutez, je pense que nous sommes nombreux d'abord à vous respecter, à beaucoup vous respecter pour l'action que vous menez, pour les convictions que vous arborez, et puis tout ce qu'on peut vous souhaiter en ce début d'année 2023, c'est de poursuivre cette action avec des gens de plus en plus nombreux qui viendront sans nul doute vous rejoindre et vous aider dans cette action charitable vraiment concrète. Merci Pierre Géras. Moi, je voudrais simplement rajouter, j'aimerais bien que notre association disparaisse un jour. Ça voudra dire qu'il n'y aura plus de besoin Non. des Pierre, cœurs du Campanin. Pierre, ne vous faites pas de soucis. Sur cette terre, une chose naît, grandit et meurt. Hein. On ne changera pas cette chose-là. Et l'essentiel, c'est de garder le cœur en bandoulière. Merci Pierre Géras. Merci à tous de nous avoir suivis, bien sûr d'avoir suivi cette nouvelle émission de l'association Menton Terramille, cette émission Parlema. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui était notre que monsieur Pierre Géras, président des Chœurs du Campanin, et que la prochaine émission de l'association Menton Terramille sera le samedi 18 février avec un nouveau sujet, bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous rappelle que vous pourrez retrouver la totalité de l'émission sur notre chaîne YouTube en vidéo, bien sûr. Merci à tous, bye bye, c'est le retour de la musique. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.